Le spondylolisthésis, du grec spondylo qui signifie vertèbre et olisthésis qui signifie glissement, est une déviation de la colonne vertébrale se situant habituellement au niveau lombosacré. À la frontière entre traumatologie et orthopédie, elle pose de nombreux problèmes auxquels la médecine orthopédique peut apporter des solutions. Je n'ai aucune disclosure pour ce module. Un peu moins fréquente en Afrique, environ 1,5% de la population, le pourcentage de spondylolyse est de 5 à 7% en France. Il s'agit donc d'un problème majeur de santé publique. Anatomiquement, la fracture se situe au niveau de l'arc postérieur, entre articulaire supérieur et articulaire inférieur. Cela signifie que l'articulaire inférieur reste solidaire du bassin, alors que le corps vertébral, tout le rachis et les membres supérieurs entament un glissement vers l'avant. De 3/4, nous voyons mieux la zone anatomique concernée qui s'appelle la pars interarticularis, c'est-à-dire la partie entre les deux articulaires. Le spondylolisthésis lombosacré n'existe jamais à la naissance. Il ne s'agit donc jamais d'une malformation congénitale, même si des facteurs constitutionnels génétiques peuvent favoriser la survenue d'une spondylolyse. L'extrême fréquence chez les sportifs confirme l'origine microtraumatique majeure. La localisation est presque toujours L5, d'abord unilatérale, elle devient très vite bilatérale. Le spondylolisthésis est une conséquence de la verticalisation et de la bipédie. La pars interarticularis est une zone fragile au niveau osseux. C'est toute la structure ligamentaire d'intégrité tensionnelle qui joue un rôle majeur dans la stabilité. Il s'agit d'une fracture de fatigue particulière, se constituant souvent sans douleur. Le cal périosté est minime et la consolidation spontanée rare. Les facteurs dysplasiques prédisposants sont locaux, avec fragilité au niveau de l'arc postérieur, constituant des formes mineures de dysraphie, ou hypertrophie articulaire de L4, réalisant le mécanisme du coupe-cigare. Ils sont également régionaux, avec accentuation de l'inclinaison de la base sacrée et hyperlordose. Les facteurs traumatiques ou microtraumatiques sont majeurs, car le plan de fonction de l'Homo sapiens est le plan sagittal, et l'articulaire inférieur de L4 va créer des contraintes majeures en L5. Ces contraintes répétées s'associent à la composante mécanique de glissement qui sera d'autant plus importante que la base sacrée est inclinée sur l'horizontale. Lorsque l'on décompose la force verticale, ici en rouge, s'appliquant sur le corps vertébral, le vecteur perpendiculaire au plateau sacré diminue alors que la composante de glissement en vert augmente. Le risque en période de croissance est la poursuite du glissement, car aux contraintes précédentes s'ajoute la quatrième dimension qui est le temps, avec son remodelage osseux. À l'âge adulte, le glissement peut également s'accentuer du fait du renouvellement de la masse osseuse, mais surtout de la dégénérescence discale, avec diminution de la hauteur du disque, entraînant une accentuation du glissement. C'est le spondylolisthésis dégénératif. Chez ce patient, l'évolution s'est faite en 10 ans à l'âge adulte. Les représentations 3D montrent souvent un blocage articulaire postérieur dégénératif, expliquant bien le glissement par perte de hauteur du disque. L'organisme cherche à lutter contre ce glissement et l'on constate souvent une calcification des ligaments antérieurs, réalisant une sorte de console ou d'encorbellement. Même si nous connaissons l'histoire naturelle, elle reste toujours difficile à apprécier individuellement pour chaque patient, car de très nombreux facteurs entrent en jeu. Le médecin du sport est souvent dans une impasse. Soit il conseille l'arrêt du sport, ce qui n'est pas toujours bon du point de vue physiologique, soit il laisse poursuivre le sport avec le risque d'une progression du glissement. C'est là qu'intervient la médecine orthopédique. Les signes cliniques sont classiques. Ce sont ceux d'une instabilité avec douleur, blocage et parfois attitude antalgique dans un contexte d'hyperlordose.
Exceptionnellement, on notera une marche d'escalier au niveau lombosacré, une forte rigidité avec déviation vertébrale et une sciatique traduisant la rapidité du glissement avec un nerf qui ne s'étire plus. La radiographie va faire le diagnostic, préciser l'importance du glissement et surtout les paramètres morphostatiques lombopelviens. Nous avons déjà insisté sur l'incidence lombopelvienne qui est un facteur constitutionnel et souvent augmenté dans cette pathologie, alors que l'inclinaison de la pente sacrée est couplée avec la version pelvienne, donc modifiable par kinésithérapie et appareillage. Les malformations congénitales associées seront étudiées sous EOS 2D, avec ici par exemple articulation transverso-sacrée L5 gauche. Si l'on prend la précaution de demander au radiologue systématiquement une copie à 50%, il sera facile de calculer en centimètres le porte-à-faux, c'est-à-dire la distance entre le centre de la tête fémorale et la verticale abaissée du milieu du plateau sacré. Ce patient de 11 ans présente un porte-à-faux physiologique. L'inclinaison de la pente sacrée est en moyenne de 37 degrés, qui est le chiffre de la température du corps humain. L'incidence lombopelvienne est en moyenne de 53 degrés. Elle ne varie pas en antéversion, alors que la pente sacrée et la lordose augmentent. Elle ne varie pas non plus en rétroversion, alors que la pente sacrée et la lordose diminuent. Rappelons qu'une incidence faible favorise la kyphose thoracolombaire, alors qu'une incidence forte favorise le spondylolisthésis avec augmentation de la composante de glissement. On comprend qu'un tel morphotype puisse être générateur d'instabilité lombosacrée. La kyphose lombosacrée est l'angle formé par le mur postérieur de S1 et le plateau supérieur de L5. Elle est en moyenne de 135 degrés et est souvent diminuée dans cette pathologie. Elle correspond un peu à la pente d'un toit. Si l'angle diminue, la pente du toit s'accentue. Lorsque l'angle lombosacré est inférieur à 110 degrés chez l'enfant, il faut habituellement envisager le traitement orthopédique conservateur, même sans douleur. La lordose lombaire est corrélée à l'inclinaison de la base sacrée. Elle se mesure actuellement en incluant le disque L5-S1. Roussouly a défini 5 types de morphostatiques en fonction de l'incidence lombopelvienne. Nous avons vu que l'augmentation de l'incidence favorise mécaniquement le glissement et les types 4 et 5 seront donc à risque et peuvent justifier un traitement orthopédique en période de croissance. Lorsque le sacrum se verticalise, l'angle lombosacré diminue, ce qui favorise le spondylolisthésis. Ceci est un point fondamental de la réalisation des corsets qui doivent maintenir une lordose lombosacrée avec antéversion pelvienne au moment du moulage, tout en essayant de corriger la lordose au niveau des vertèbres lombaires hautes par un mouvement d'extension et de rentrer le ventre. Lorsque l'hyperlordose est d'origine neurologique, le sacrum s'horizontalise, les contraintes sont réparties sur l'ensemble du rachis lombaire. Au contraire, lorsque le sacrum se verticalise, le risque d'évolution vers la spondyloptose est majeur. Ici, une spondyloptose typique avec sacrum vertical, rétroversion pelvienne et hyperlordose totale de compensation. L'ancienneté du spondylolisthésis et l'appréciation de la qualité du disque L5-S1 sont des critères qui orientent vers un traitement orthopédique conservateur. Ici, faible déformation du corps vertébral de L5 traduisent une lyse récente, peut-être conséquence de la discopathie. Le pincement et la forte ouverture du disque L5-S1 confirment l'instabilité douloureuse. La cunéiformisation de L5 traduit l'ancienneté du glissement. La congruence des plateaux et la faible ouverture du disque L5-S1 montrent une bonne adaptation du disque. Les stades du glissement ont été décrits par Meyerding en utilisant le pourcentage de décalage entre le plateau supérieur de S1 et le plateau inférieur de L5. Cette cotation est parfois difficile lorsque le plateau sacré est déformé en dôme.
La lyse s'effectuant d'abord sur l'un des pédicules, selon l'évolution décrite par Maldag, nous découvrons souvent cette lyse à l'occasion du bilan d'une scoliose lombaire. En effet, 20% des scolioses lombaires s'associent à une spondylolyse. Les conséquences au niveau du traitement orthopédique conservateur sont minimes avec le nouveau moulage régional. Le moulage numéro 1 sera effectué en antéversion pelvienne et le moulage numéro 2 en délordose. Le bilan complémentaire est limité chez l'enfant à ce qui est utile pour le traitement orthopédique conservateur. Il s'agit essentiellement de l'EOS 2D. Tous les autres examens seront réalisés ponctuellement, le plus souvent dans un cadre sportif professionnel ou en cas de discussion chirurgicale. Le cliché de 3/4 permet de mieux visualiser la pars interarticularis lorsque la lyse est de type fissure mal visible. C'est l'image du petit chien de La Chapelle. Dans les cas douteux ou après un traumatisme, la scintigraphie va mettre en évidence une hyperfixation, ici au niveau de l'isthme de L4. Une scintigraphie positive justifie un traitement orthopédique conservateur. L'IRM montre bien l'hydratation discale. Ici, le disque sous-jacent L4-L5 a une bonne hydratation. Par contre, au niveau L5-S1, il existe un signe de modique 1 avec phénomène inflammatoire œdémateux en L5-S1. Les clichés dynamiques ne sont pas réalisables sous EOS. Toutefois, en cas d'instabilité douloureuse relativement rare, on peut les réaliser de profil en radiologie conventionnelle plus irradiante. La laxité articulaire peut modifier l'amplitude du mouvement. Ici, peu d'amplitude et passage harmonieux de l'ouverture antérieure à l'ouverture postérieure. Le scanner, avec coupe à différents niveaux, montre l'important effort de reconstruction. Le scanner permet également les reconstructions 3D. Le traitement orthopédique conservateur a pour objectif de réaliser la quadrature du cercle, c'est-à-dire permettre à l'enfant de poursuivre l'activité physique en limitant au maximum les risques de glissement durant la période de croissance. À l'âge adulte, le traitement se rapproche de celui de l'instabilité associée à une déviation vertébrale. La kinésithérapie peut être prescrite isolée, par exemple en cas d'incidence normale, avec hyperlordose liée uniquement à une hypotonie abdominale. En fait, elle est le plus souvent associée au corset. Les abdominaux seront renforcés en lordose lombosacrée, qui est obtenue spontanément, comme ici, en chaîne cinétique fermée. Actuellement, le lombostat plâtré est remplacé par le corset Total Time. L'objectif est un réajustement des tensions ligamentaires paravertébrales lombosacrées. Le corset est un polyéthylène monocoque associant lordose lombosacrée et lordose lombaire haute. Après le temps de port permanent, il est porté la nuit, car la croissance s'effectue durant la nuit, et pendant 2 heures après le sport. Seul un corset rigide grand appareillage, réalisé sur moulage régional, permet une stabilisation optimale. Le risque neurologique concerne essentiellement les évolutions rapides lorsque le nerf n'a pas le temps de s'adapter à l'étirement. La chirurgie a des indications très précises car les vissages articulaires type épiphysiolyse n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Les arthrodèses in situ, postérieures, antérieures ou mixtes sont réservées aux glissements rapides avec sciatique et aux échecs du traitement orthopédique conservateur. Les réductions sont limitées car si le nerf se laisse étirer, il n'est pas élastique. La chirurgie est le plus souvent mixte antérieure et postérieure. Même la spondyloptose n'est pas toujours une indication chirurgicale. Bien se souvenir qu'en médecine orthopédique, on ne traite pas une radiographie, mais un patient. La vertébrectomie L5 peut donner d'excellents résultats. Les indications dépendent de nombreux facteurs cliniques et radiologiques.
En période de croissance, la radiologie est déterminante, car le corset peut favoriser un remodelage. À l'âge adulte, c'est la clinique avec instabilité douloureuse qui va être l'élément déterminant. Sont en faveur d'un traitement orthopédique conservateur, une douleur mal soulagée par les traitements classiques, un angle lombosacré inférieur à 110 degrés, un spondylolisthésis récent avec corps vertébral de L5 rectangulaire et surtout le souhait de poursuivre une activité physique sportive. La médecine orthopédique offre une alternative à l'arrêt du sport chez l'enfant. Le Lombostat polyéthylène monocoque est réalisé en polyéthylène haute densité. Il doit remonter sous la pointe des omoplates pour faciliter l'extension du rachis. En avant, l'appui sur les os ventrocostaux est déterminant dans la correction de la lordose lombaire haute. L'ajustement et le serrage seront très précis. Globalement, le corset se range la journée dans le sac de sport. Les contre-indications sont limitées au choc en hyperextension, saut en hauteur, en longueur, saut de haie et plongeon d'un plongeoir en piscine. En gymnastique, on évitera les ponts arrière. En fonction de la fréquence de la spondylolyse chez le sportif, l'indication idéale est le cyclisme. La statistique des résultats est déjà très ancienne. Le traitement concerne à part égale filles et garçons. Nous avons déjà vu les signes cliniques habituels et les caractéristiques de la douleur. 60% des enfants ne pratiquaient pas de sport, mais près de 10% pratiquaient un sport en compétition. Plus de 60% des enfants présentaient des douleurs à l'effort. La raideur sous-pelvienne est très rare. L'âge de découverte principal se situe entre 11 et 14 ans au moment de la croissance pubertaire, comme dans la majorité des déviations vertébrales. L'inclinaison de la pente sacrée est légèrement augmentée. La position assise sera conseillée en fonction du morphotype. Le traitement soulage rapidement les douleurs. La pratique du sport n'est pas diminuée, parfois même augmentée. Les paramètres radiologiques morphostatiques vont dans le sens de l'amélioration. La consolidation n'est pas l'objectif principal, mais reste une heureuse surprise dans 10% des cas. Parfois, cette consolidation s'effectue avec étirement de la pars interarticularis. Un pourcentage de consolidation plus fréquent est lié au fait que le traitement en milieu sportif est plus précoce, les délais de consultation étant souvent très longs en France. En conclusion, le traitement orthopédique conservateur du spondylolisthésis, beaucoup moins connu que celui de la scoliose, permet la poursuite du sport sans douleur et sans risque de poursuite du glissement. Il nécessite une technique de réalisation de l'orthèse rigide très stricte avec lordose lombosacrée et des lordoses lombaires hautes. Je vous remercie de votre attention et vous convie à Lyon du 4 au 6 mai 2017 au Congrès international de la SOSORT que j'aurai l'honneur d'accueillir.